Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Planète Ingé, le premier podcast qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias, pour vous permettre de comprendre l'actualité et ses enjeux grâce à ceux qui agissent, construisent, innovent et font bouger les lignes au cœur de notre société en pleine transformation. Si vous aimez l'épisode, envoyez dès maintenant à 3 personnes de votre entourage le lien de l'émission par WhatsApp. Un petit geste pour vous, un grand pas pour l'émission. Je vous en remercie. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Allez, je vous laisse en compagnie de l'invité. Bonne écoute. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Planète Ingé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Chaplin. Christophe, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien. Aujourd'hui, je suis dans les locaux d'Alpine Motorsport à Viry-Châtillon, un site historique, surtout pour la fabrication des moteurs de Formule 1, mais pas que. Pas que, on a d'autres projets aussi on est en train de concevoir donc l'hypercar pour Alpine. On fait de la compétition client pour les clients Renault qui font du motorsport le week-end et on est partenaire de Nissan pour concevoir toute la Formule I. Ok, donc vous êtes bien occupé. Il y a combien de personnes qui travaillent sur le site de Viry ? Sur le site, on a environ 550 personnes. Ok, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les projets motorsport et plus particulièrement les projets d'hypercar. Est-ce que tu peux déjà nous dire ce que c'est un hypercar ? Et après, on prendra un petit peu de temps pour te présenter, Christophe. Pas d'inquiétude. Alors, un hypercar, c'est une voiture d'endurance. Pour savoir, en endurance, il y a plusieurs catégories. Donc, il y a la catégorie hypercar, LMP2 et la catégorie GT. Donc, ces 3 catégories, la hypercar, c'est la catégorie reine sur laquelle on va participer. Et depuis l'an dernier, la catégorie hypercar a certaines possibilités, principalement de pouvoir être hybride ou non hybride. Voilà. Parlons un peu de toi, Christophe, avant de rentrer dans le sujet. Alors, je rassure les auditeurs, on aura des questions très techniques, très pointues sur la conception d'une voiture pour la catégorie endurance. Surtout, j'imagine que mon papa va écouter, c'est un grand fan de voitures endurance, donc papa, je te rassure, on va poser des questions techniques. Ne t'en va pas tout de suite. Christophe, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre l'équipe Alpine aujourd'hui ? Alors, c'est une longue histoire. Je suis chez Alpine depuis une dizaine d'années. Mais avant, c'est le sport auto qui m'a animé. Je viens du sud de la France où c'était bercé par le rallye. Donc j'ai suivi adolescent avec ma mobilette, j'allais voir les voitures de rallye passer. Et puis après, j'ai commencé à travailler dans le rallye. J'ai fait du champion de France de rallye, j'ai fait du WRC. Je me suis expatrié même en Angleterre pour faire du WRC. J'ai fait du Dakar aussi. Et j'ai eu une précédente expérience aussi en endurance. J'ai déjà fait 3 fois Le Mans. Et après, je suis revenu dans le groupe Renault pour faire de la compétition client, pour préparer, avec de la monoplace aussi, et pour faire préparer les voitures pour les amateurs qui courent le week-end. Et ces dernières années, depuis que je suis chez Renault Sport, qui est devenu Alpine Racing, je me suis occupé aussi du projet Formule E pour Renault, pour Nissan, et je suis sur le projet Hypercar depuis 1 an et demi à peu près, et à plein temps dessus, et qui m'occupe pas mal. Donc gros CV. C'est quoi ton meilleur souvenir jusqu'à présent ? Il y en a plein, il y a plein d'anecdotes. Moi, l'époque où j'ai fait le Dakar, par exemple, c'était en Afrique, donc il y a plein d'anecdotes sur l'Afrique. En rallye, on fait des essais toujours dans des endroits paumés où il y a plein d'anecdotes à raconter, mais il n'y a pas un peut-être qui sort du lot, mais une multitude d'expériences. Ouais. Aujourd'hui, tu as rejoint le projet Hypercar Alpine. Combien de temps on a pour développer un projet comme ça jusqu'au moment où la voiture va rouler sur la piste ? Souvent, je donne l'analogie, c'est un peu comme mon bébé, quoi, hein. Je veux dire, en étude, il y a à peu près une dizaine de mois, 9-10 mois pour faire une étude. Et après, une fois qu'on a fait l'étude, il faut la développer sur la piste, la voiture, la régler. Et une voiture d'endurance, il faut la régler, mais aussi
énormément roulé pour être sûr que le soit fiable pour 24 heures. Et en principe, les essais en fonction des programmes peuvent varier entre 6 mois et 1 an d'essai, quoi. Nous, on va partir sur 6 mois d'essai. D'accord. Et justement, est-ce que tu peux nous faire un petit aperçu, un petit tour des défis techniques qu'on rencontre dans la conception d'une voiture comme ça? Alors, les défis techniques, ils sont nombreux. Après, avec l'expérience, on a une vision à peu près globale de la voiture et savoir où il faut attacher de l'importance. Mais les défis ils sont par thème, je dirais. Il y a le défi de la coque, le défi de l'aéro, le défi des suspensions et du moteur. Et là, dans cette nouvelle catégorie, il y a l'hybridation qui est nouvelle et qu'il faut intégrer dans la voiture. Donc chaque, je dirais, sous-ensemble de la voiture est un défi pour les départements associés. Et après, il faut arriver à mixer tout ça pour faire un produit homogène à la fin, quoi. D'accord. Vous avez décidé de... Il y a 2 catégories, hein. Il y a une catégorie qu'on appelle LMDH, et ça, c'est celle que vous avez choisie. C'est celle où les châssis sont imposés. Enfin, vous devez choisir parmi une... Oui, c'est-à-dire que le LMDH, il y a plusieurs choses vis-à-vis du règlement. Donc, on doit choisir un châssis qui est disponible chez 4 constructeurs de châssis. Donc, nous avons choisi Oreca. Et tout le système hybride, c'est-à-dire on parle de MGU, le moteur électrique, la batterie, est fourni c'est un package commun sur toutes les voitures. Toutes les MDH, quel que soit le constructeur, on aura le même système hybride, ou on a le même système hybride qui est fourni par Bosch et la batterie par Williams. Donc sur ce package-là, on n'a pas de développement à faire, il faut juste l'exploiter au mieux et s'en servir comme il faut. D'accord, ok. Donc ce qui va faire la différence, c'est sur les autres aspects, ceux que tu as cités. Oui, alors les aspects qui sont vraiment libres sur la voiture, et qui sont attitrés aux manufactureurs, c'est-à-dire Alpine Racing, ce sont la carrosserie et le moteur. Donc là, c'est développé en interne pour le moteur, et l'aéro, on a choisi un prestataire pour faire le développement aéro, qui est aussi notre prestataire de châssis qui est Oreca. Justement, pour toi, une journée type, c'est quoi? Ou une semaine type, parce que peut-être que tu organises ton travail plutôt en semaine, mais en gros, à quoi ça ressemble justement? Alors, une semaine type, on est dans notre direction, chez Alpine Racing, on a choisi de faire 2 jours de télétravail par semaine. Et donc, on essaye de concentrer les meetings face-to-face ou en groupe dans des salles de réunion entre le mardi et le jeudi. Et donc, à la maison, on fait bien sûr aussi des réunions, mais c'est des réunions par audio. Et dans les réunions classiques, on a le mardi, moi j'ai toutes mes réunions avec Oreca, aujourd'hui qui sont dictées par l'intégration du moteur dans le châssis, tout le développement avec Oreca châssis. Dans l'après-midi, j'ai l'intégration du style Alpine qu'il faudra qu'on parle pour l'intégrer ça avec l'aérodynamique. C'est-à-dire, il faut que la voiture ressemble à une Alpine, mais qu'elle soit performante aérodynamiquement, donc ça c'est un challenge. Et après, le mercredi, je vais avoir des réunions moteurs, le jeudi, réunion soft, et on a la réunion projet pour animer tous les groupes de travail le jeudi aussi. Donc ça c'est une partie de la journée, puis après il y a toutes les remontées d'infos de toutes les personnes sur toutes les sous-ensembles qui remontent en email, qu'il faut traiter, qu'il faut analyser, qu'il faut partager, et ainsi de suite. Je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode, je crois que c'est l'épisode avec Jérôme Mortal. Hein. Jérôme Mortal, c'est un ingénieur qui a travaillé dans les motorisations, qui a aussi travaillé pour le groupe Renault et qui lance une marque de vélo électrique là sur Lyon. Donc allez écouter cet épisode. Jérôme nous raconte quelques anecdotes justement sur son expérience chez Renault F1. Mais du coup, on avait beaucoup parlé avec Jérôme d'organisation du travail, d'organisation des équipes, de process. Oui. Comment tu t'assures, toi, que chaque réunion est efficace et que chaque journée est utilisée de façon optimale? Parce que j'imagine que l'horloge tourne, que les jours sont comptés et qu'il y a un livrable à la fin.
Dans le management de projet, on a des équipes aussi qui nous aident. Dans notre direction, il y a un département qui s'appelle le support projet. On parle finance aussi avec eux, parce qu'on suit le budget avec eux, mais aussi il y a tout ce qui est planning. Et donc là, planning, on fait des revues de planning sur tous les sous-ensembles, parce que bien sûr, le planning carrosserie n'est pas le même que le planning moteur. Les validations ne sont pas calées au même endroit. Mais tout ça, à la fin, ça doit arriver au même moment pour pouvoir démarrer la voiture ou pour faire le premier test de la voiture, alors que les plannings sont tous différents, quoi. Ok, bon, ça va, t'es serein là? Assez. Bon, ok. T'as pas trop le choix de répondre à autre chose, j'imagine. Non, et puis c'est la difficulté du sport auto. La difficulté du sport auto, c'est que la date de course que l'on a choisie, la première course, on ne peut pas la changer. Alors que dans certains projets, il suffit juste de dire on est en retard, on décale le lancement, on décale la livrée du projet, et puis on reprend un mois de plus ou 2 si on en a besoin. Mais en course automobile, la date de la première course, on ne peut pas la changer. Ça, c'est la difficulté de notre métier. Justement, on parle beaucoup des pilotes, de leur préparation physique, etc., du challenge qui pèse sur leurs épaules. C'est des athlètes de haut niveau, évidemment. Oui. Est-ce que toi, tu te vois aussi d'ailleurs comme un athlète de haut niveau? Est-ce que tu dois avoir une certaine préparation pour gérer justement toute la pression, la gestion des équipes? 2 ans de travail sur un projet comme ça doit être épuisant. Il faut être mentalement, j'imagine, au top tout le temps. Ouais. Est-ce que toi tu te vois aussi comme un sportif de haut niveau? Est-ce que tu intègres une préparation particulière pour rester au top? Alors, j'intègre pas de préparation particulière, mais je suis entièrement convaincu qu'une bonne santé, une bonne hygiène de vie rend le projet perfo, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps au bureau. Là, on n'a pas commencé, mais j'ai fait de l'exploitation. Là, on va faire du développement. Quand on commence à être sur la piste, les nuits peuvent être courtes. Et à un moment donné, la fatigue s'accumule. Et il faut savoir la gérer et la digérer. Et bon, c'est tout à fait perso, mais je pense aussi que la nature de certains individus, les individus sont différents, et il y a des natures qui sont plus solides que les autres. L'exemple que je donne souvent, c'est les grands chefs d'entreprise. Je veux dire, on voit les rythmes qu'ils ont, ils sont juste impressionnants. Moi, je suis persuadé qu'ils ont déjà fait le tri avant, simplement en classe prépa d'école d'ingé, où ils passent nuit et jour à bosser, et qu'il y en a d'autres qui n'y arrivent pas, et eux, ils y arrivent. Et c'est ceux-là qu'on retrouve déjà en haut des grandes boîtes multinationales. Donc moi, je ne dirais pas que j'en suis là, mais c'est vrai que dans le développement d'un projet comme ça, à la fin du projet, on est quand même bien fatigué, oui. Ouais, mais je pense que ce que tu dis, c'est important, parce qu'on met souvent en avant et sur un piédestal, ce qui est normal, les profils de sportifs, celui qui est médaillé, etc. Et on met peu souvent en avant les équipes qu'il y a derrière, et ça demande peut-être tout autant, surtout dans le sport auto, tout autant de travail, voire plus, d'implication personnelle, d'énergie, de sacrifice. C'est exactement ça. Et on voit aussi dans nos populations de sport auto, je ne sais pas si on peut générer, mais je pense qu'on peut généraliser sur le chose, c'est que y a des gens qui arrivent relativement jeunes, où ils passent aussi beaucoup de temps sur la piste, tout ça, et au fur et à mesure que les gens prennent de l'âge, construisent des familles, la disponibilité est peut-être un peu moins là, et on se rend compte que des gens d'un certain âge en sport auto, il y en a moins que des jeunes. C'est sûrement aussi lié à la fatigue, à la disponibilité, et surtout quand on fait de l'exploitation, où beaucoup de week-ends sont à l'extérieur, et quand on a une famille, c'est pas facile à gérer. Oui, j'entends. Et on va pas parler de ressources humaines, mais c'est vrai que ça pourrait faire l'objet de tout un épisode. On se rend pas compte derrière la gestion d'une équipe, la rotation. Exactement. Et en fonction des profils d'âge, dans les familles, etc. Comment tu gères ça, quoi? Nous, dans les équipes à Viry, vu qu'on ne sort, nous, on n'est pas censé faire de l'exploitation. Donc déjà, les week-ends, souvent, on les passe à la maison. C'est déjà une bonne chose. Et après, la disponibilité des gens, c'est un site où les gens sont disponibles. Vous arrivez le matin à 7-8 heures, il y a déjà des bureaux dans les bureaux, vous partez à 10 heures, vous passez dans les bancs. C'est un site qui vit tout le temps, quoi. C'est assez impressionnant pour ça, quoi.
Ça sent la passion, quoi. Ouais, exactement. De toute façon, il n'y a pas le choix. Je pense que dans ce métier-là, il faut être passionné. Ouais. Exactement. Et oui, d'ailleurs, c'est un sujet qu'on a, parce que tu parles d'exploitation, hein, c'est un sujet, on ne l'a pas précisé en début d'épisode, mais en fait, l'hypercar que développe Alpine sera exploité avec une équipe partenaire. Exactement. L'équipe s'appelle Signatech, et Signatech exploite déjà des Alpines depuis 2013, mais pas encore une hypercar, et à partir de 2024, ils vont exploiter l'hypercar et qu'on est en train de développer. Ok, très bien. Écoute, on va faire plaisir à l'ingénieur qui est en toi, on va parler un peu de technique. Je pense que... comment vous avez abordé justement l'équilibre entre la puissance, l'efficacité énergétique et la fiabilité dans la conception de l'hypercar? Alors, vu que c'est une voiture d'endurance, elle est censée durer, sur la course du Mans, durer 24 heures sans problème de fiabilité. Donc ça, c'est toujours, la frontière est très difficile à trouver parce qu'on a envie de faire solide, pour faire 24 heures hein, sans problème. Pour faire solide, il faut faire lourd. Quand on commence à dessiner des pièces lourdes, ça veut dire moins de performance. Donc l'équilibre est relativement difficile à trouver, mais la fiabilité, c'est l'ordre 1 pour être sûr de finir une course, quoi. Si on veut la gagner, il faut la finir déjà. Donc ça, c'est la règle de base. Et donc après, c'est l'intégration du moteur et de l'hybride qui sont, simulés. On a fait quand même beaucoup de simulations par rapport à tout ça pour trouver le bon équilibre et trouver les lignes de conduite ou comment utiliser l'hybridation et le thermique. Et après, la performance pure de la voiture va être complétée par l'aéro. Mais en conception, à la base, c'est moteur et masse de la voiture et intégration du système hybride. Voilà. Alors, le système hybride sur cette voiture, vu qu'il est fourni par un package commun qui est fourni par Bosch et Williams, les volumes et les masses, on n'a pas le choix. On les développe nous-mêmes et donc il faut bien les intégrer dans la voiture. D'ailleurs, c'est juste pour les auditeurs qui n'y connaissent rien, un système hybride, ou d'hybridation, c'est quoi exactement? Alors, système d'hybridation, c'est, en simplifiant, c'est un moteur électrique et une batterie. Quand la voiture freine, on peut freiner avec des freins classiques, où on dissipe l'énergie de frein en chaleur dans des disques de frein. Là, on va se servir de cette énergie de frein pour faire tourner le moteur. Le moteur électrique va freiner les roues. Et cette énergie qu'il va récupérer, il va la renvoyer dans une batterie et la batterie va la stocker. Et quand on va réaccélérer, la batterie va redonner de la puissance au moteur électrique qui, lui, va aider les roues à avancer, quoi. Il va aider le moteur thermique. Donc ça, c'est le gros schéma. Après, moteur électrique... par rapport à une batterie, il y a des composants électroniques entre les deux pour être sûr qu'un signal alternatif va être transformé en signal continu et vice-versa pour le retour. Voilà, donc il y a pas mal d'électronique au milieu. Et du coup, toi qui as connu le sport auto avant l'intégration de ces systèmes hybrides, qu'est-ce que ça change concrètement dans la conception, dans la gestion du projet? Est-ce que ça introduit des problèmes de fiabilité? Est-ce que ça introduit justement un peu plus de fun pour les concepteurs, pour les pilotes, Qu'est-ce que ça a apporté par rapport aux temps anciens? Du bon, du mauvais, genre? Pour l'ingénieur, ça mène du bon, parce qu'il y a plein de choses nouvelles, plein de choses à réfléchir, plein de choses à exploiter, à réfléchir pour l'optimiser au mieux. Donc pour les ingénieurs, c'est pas mal. Après, l'avantage, ça va dépendre de la réglementation qu'on utilise. C'est-à-dire en F1, par exemple, en hypercar, en Formule E, tous ces systèmes-là, la réglementation est basée sur différents concepts. Formule E, que je connais bien, c'est basé sur le rendement, c'est-à-dire qu'on a une quantité d'énergie à utiliser et on a X tours à faire. Et donc, il faut utiliser cette énergie au mieux en allant le plus vite possible. Donc ça, on n'a pas le choix et donc il faut optimiser tous les rendements de la voiture. En Formule 1, c'est le système hybride est dimensionné pour donner de la performance à la voiture. Et nous, on va s'en servir pour consommer moins d'énergie, voilà, moins d'essence, d'énergie qui vient de l'essence. Voilà. Mais après, on va jouer avec ça et on va travailler en simulation pour optimiser toutes ces choses-là. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a sur les voitures de tourisme classique. Oui. L'objectif, c'est de réduire la consommation. Exactement, okay. Oui. Alors, enfin, c'est un
je ne suis pas très spécialisé de F1, mais en F1, c'est surtout pour amener la performance en plus. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que l'énergie qu'on stocke au frein, on va s'en servir pour la redéployer en accélération. Et donc, comme on la redéploie en accélération, ça fait de la puissance en plus. On va parler un petit peu d'aérodynamique du coup. Oui. Comment vous avez abordé cette question justement par rapport à la... Il y a des restrictions de réglementation? Alors là, c'est une règle qui pour ça est sympa. Sympa et compliquée, mais historiquement, dans ces catégories-là, comme en F1, l'aérodynamique, ça doit apporter le maximum de performance. Dans cette catégorie-là, le législateur a choisi une règle différente. C'est-à-dire, on dit, la performance, on vous l'impose, donc on doit être ce qu'on appelle une fenêtre aéro, donc une finesse donnée par rapport à un CX, un CZ. Donc ça, on doit être dans une fenêtre là-dessus. Donc toutes les voitures hypercars doivent être dans cette fenêtre. Et cette fenêtre-là, elle est, on dirait, pas très bien optimisée. Donc ça nous laisse des possibilités de faire des formes sur la carrosserie qui ne sont pas optimales. Et donc tous les constructeurs hypercars vont essayer de faire une carrosserie, bien sûr, qui rentre dans cette fenêtre parce que c'est réglementaire, mais en même temps donner une identité de la voiture qui représente une voiture de série. Et donc là, nous, dans le développement aéro, on n'a pas travaillé qu'avec des aérodynamiciens, on a travaillé avec des... Chez Renault, chez Alpine, ça s'appelle les designers. En anglais, on appelle ça aussi les stylistes, mais bon, parce qu'en anglais, design, ça veut dire conception. Donc, il y a une ambiguïté sur l'utilisation du mot. Mais si on dit qu'on a travaillé avec les designers du groupe Alpine, c'est eux qui ont fait toutes les formes de la voiture. Et les aérodynamiciens, après, travaillaient derrière pour remettre toute cette efficacité aéro dans la boîte aéro. C'est quoi l'objectif derrière? C'est de se faire plaisir, parce que déjà quand on aime le sport auto, on aime les belles voitures, on aime les belles formes. Donc l'objectif c'est de donner du cachet, de donner du style. Après, il y a des implications marketing derrière pour le grand public. Pour nous, clairement, le design Alpine, via la voiture qui a été présentée l'an dernier, qui s'appelle le concept Alpenglow. Alpenglow va représenter l'identité de marque des futures voitures et notre hypercar va se rapprocher de cette identité et je dirais, va être en avance de phase sur tous les futurs modèles Alpine avec l'identité de marque Alpine qui va arriver. Donc notre voiture va être un peu précurseur des futurs modèles Alpine. D'accord. Okay. Et tout ça, il faut rester quand même dans une performance aéro convenable. Oui, du coup, ça introduit des difficultés supplémentaires, de ton point de vue personnel. Ah oui, entre les aérodynamiciens et les designers, oui, ça fait de bonnes réunions. Oui, ça fait de bonnes discussions. Ah, exactement, parce que personne ne veut lâcher. Il dit oui, mais ça me coûte tant de points de CZ, et puis l'autre il me dit ouais, mais la ligne là, elle ne représente pas, elle est tordue, c'est pas beau. Et donc ça a donné des discussions très sympas. Et comment ça se tranche alors c'est un compromis. Il y en a un qui dit on va changer la forme là, on va changer la direction du flux, et à la fin on est arrivé à faire un bon compromis. Et puis on pense que vous allez voir ça le 9 juin au Mans. La voiture va être présentée. Je pense que la voiture, je la trouve très jolie, et j'espère que le public va la trouver très jolie aussi. Ce sera quand la date, excuse-moi? Le 9 juin, et on va la présenter officiellement aux journalistes à 11h30, je crois. Et après, ça sera diffusé dans les communiqués de presse, donc tout le public va pouvoir la voir. On peut dire que c'est un épisode qui tombe à pic, quoi. C'est ça. Petite pause dans ce super épisode pour vous rappeler de le partager à 3 personnes de votre entourage par WhatsApp, et surtout, si vous aimez l'émission, de vous abonner. Allez, je vous laisse avec la suite de l'épisode. Au niveau de la gestion des équipes, est-ce que tu étais un peu manager aussi dans l'absolu, dans ta fonction de chef de projet? Un petit peu, oui. Ouais. Comment tu gardes intact l'esprit d'initiative dans tes équipes, la prise de risque? Comment tu manages l'équilibre entre des choses qui ont marché et que tu amènes toi de ton expérience, mais toujours laisser de la place justement à... Je dirais mon rôle est plus un garde-fou, parce que on a les basiques
qu'on donne au départ, sur le vrai cahier des charges. Les jeunes ingés sont plutôt créateurs, ils ont envie d'explorer. Ils proposent beaucoup de solutions. Il y a moi des solutions bien sûr que j'ai déjà explorées dans le passé et que je sais qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas ou qui ont des limites ou qui ont des inconvénients. Et mon rôle là, c'est plutôt de faire d'arbitrer pour trouver le bon compromis à la fin, quoi, pour pas les garder leur esprit de créativité et surtout ne pas tout refuser et garder aussi cette envie de créativité, quoi. Ça c'est important. Et là-dedans, tu as senti en bon ou en mauvais, hein, une évolution au cours du temps, des compétences des ingénieurs qui arrivent, les jeunes, est-ce qu'ils ont le même niveau de connaissances techniques ou est-ce qu'il y a eu... Je dirais les ingés ils sont globalement bien formés dans leur spécialité parce qu'il y a quand même des spécialités, hein. Les ingénieurs mécaniciens font de la mécanique, les ingés aérodynamiciens font de l'aéro, mais il y a quand même une partie là depuis par rapport à quand moi j'ai commencé, c'est tout ce qui est la partie software qui prend vraiment beaucoup de place dans le projet. Alors c'est des choses qu'on ne voit pas sur la voiture, mais les calculateurs sont exploités au maximum et l'ingéniosité là, de nos ingés et le travail fourni est assez impressionnant, quoi. Et sur les voitures hybrides, on peut faire tellement de choses que tout ça c'est géré par de l'électronique, donc par des softs. Et à partir de là, oui, ça c'est le pôle soft est bien plus important qu'il y a quelques années, quoi. D'un point de vue personnel, c'est quoi qui est le plus compliqué dans ce projet-là pour toi à gérer justement? Pas forcément dans la partie conception, mais de ton point de vue personnel, la marche qui a été la plus haute ou le challenge le plus dur pour toi? C'est pas que c'est. Ouais, je pense qu'on peut parler de difficultés, mais on peut parler surtout de. Quand on arrive, je dirais, quand on est un ingénieur expérimenté et qu'on voit où il faut aller, on a une maîtrise. On ne rentre pas dans le détail parce qu'on laisse faire les gens, mais on a une maîtrise. On considère qu'il faut que le projet, on voit où il va. Mais justement, dans les parties électroniques, moi qui passe cette formation-là et qui prend énormément de place, on a nos équipes qui peuvent nous parler de choses où des fois on est un peu dépassé, donc il faut leur faire confiance. Mais s'ils prennent, c'est pas le cas, mais s'ils prennent une mauvaise direction, on peut passer à côté, quoi. Alors qu'aujourd'hui, moi, avec mon expérience sur l'aspect mécanique ou sur certains aspects aéro, on sait où sont les garde-fous. Et en électronique, il y a toute une armada de process à mettre en place pour que les softs qui vont rentrer dans la voiture soient validés et soient fonctionnels, qui est une grosse démarche et des gros process qui sont, je dirais pas nouveaux parce que ça fait une dizaine d'années ou un peu plus que ça existe, mais ça prend beaucoup de place. Ces voitures-là, les matériaux utilisés, c'est quoi? Alors, il y a différents matériaux. Ça dépend des zones où on parle, mais je dirais pour tout ce qui est coque, carrosserie, il y a énormément de carbone, c'est pratiquement que du carbone. Suspension, le règlement nous interdit le carbone, donc ça va être en acier. Le moteur, il y a énormément d'aluminium et les pièces, je dirais, rotatives type bielle, vilebrequin, c'est en acier. Et principalement, ce sont les trois matériaux les plus utilisés, quoi. Carbone, aluminium et acier, quoi. Alors bien sûr, on utilise des aciers d'autres qualités avec des gros traitements thermiques, des traitements de surface, les alus pareil. Donc c'est pas des aciers pour faire du fer à béton, quoi, hein. C'est pas la même chose, hein. Tu es toujours impliqué après, pendant la course, non, une fois que la voiture est livrée à l'équipe Alors nous, chez Alpine Racing, là, sur ce projet-là, on est en charge de la conception de la voiture. On va amener la voiture jusqu'à l'exploitation, c'est-à-dire que tout l'aspect de développement va être impliqué. D'accord. Alors, comme on est partenaire avec Signatech, bien sûr, Signatech va venir avec nous pour le développement de la voiture. Eux connaissent très bien les pilotes,
les limites de la discipline, parce que ça fait 10 ans qu'ils roulent sur des pistes d'endurance. Donc nous, on est aujourd'hui très focalisé sur l'aspect fonctionnel de la voiture, mais ce qui fait la voiture performante, ils ont plus d'expérience que nous, donc ils vont être impliqués en développement. Et une fois qu'on est censé avoir fini de développer la voiture et que la voiture est fiable, pour la première course, c'est Signatec qui prennent le relais, donc c'est eux qui vont être responsables de la voiture, mais nous, on va quand même être là parce que comme on a fourni le moteur et le système hybride, on va être là en support sur ces fonctionnalités-là. D'accord, et du coup ça se passe comment tu dors pas beaucoup quand c'est comme ça ou... En test, les tests ont évolué aussi. Historiquement, quand on faisait 2 jours de test ou 3 jours de test, on roulait avec les horaires demandés par les pistes, où globalement c'était 3 heures le matin ou 4 heures l'après-midi, et puis on s'arrêtait, et puis le soir on dépouillait les données, on révisait les voitures, et le lendemain on repartait, donc les nuits pouvaient être très courtes, surtout s'il y avait un changement de moteur ou un changement d'organe sur la voiture. Aujourd'hui on s'organise un peu différent pour nous donner plus de chance et plus d'efficacité sur les tests. On roule une journée, on prend ce qu'on appelle une journée d'analyse, de révision voiture, et on reroule une journée après. C'est-à-dire que 2 jours d'essai se font en 3. Donc, en 3 jours. Et ça laisse plus de temps parce que les données sont, juste les volumes de données sont énormes. Les contrôles prennent beaucoup de temps, et plutôt que de faire ça la nuit, bon, on travaille quand même tard le soir, mais le lendemain, ça laisse plus d'analyse possible et de temps aux mécaniciens aussi pour réviser la voiture et mettre la voiture dans les meilleures conditions pour le deuxième jour de roulage. Et toi qui, même si tu n'étais plus normalement impliqué pendant la course, comment tu le vis personnellement ces moments-là justement? Tu vois ça comment? Tu vois comme ça va être comment quand on voit son bébé pour la première fois aller à l'école, non? C'est plutôt stressant, oui. C'est plutôt stressant. Puis quand les pilotes prennent la radio, il y a des procédures. Donc quand c'est des procédures radio qui se passent à chaque tour ou chaque moment, ça fait là. Mais quand on commence à une procédure radio qui n'est pas programmée, avec le pilote qui commence à s'exciter, de suite on se demande ce qui se passe. Oui, c'est plutôt stressant. Ouais. Ouais. Et des fois tu as envie de prendre le téléphone, non, j'imagine, pour aller... Bon, ça peut, mais il y a... Parce que... Il n'y a pas de ligne directe. Non, il n'y a pas de ligne directe. Et puis aussi les ingés de course, l'air de rien, c'est leur métier. Et un pilote, ça doit être rassuré, ça doit être compris, ça doit être managé aussi. Et ils savent mieux faire que nous, donc il faut les laisser faire. Ouais. Et question qui va paraître un peu bête peut-être, mais quand on a une course, et on ne le souhaite pas, hein, il y a toujours des accidents qui peuvent arriver. Oui. Quand on est spectateur, qu'on n'est pas... Bon, on voit ça, on se dit, attention, est-ce que le pilote va bien? Puis après, il y a un côté spectacle, quoi. Oui. Mais quand on est celui qui a conçu la voiture et qu'on voit un accident comme ça, qu'est-ce que ça fait? Déjà, bien sûr, première chose, pilote. Et la deuxième chose, quand on est dans notre cas, c'est est-ce que c'est une pièce qui a cassé, ou est-ce que c'est une erreur du pilote qui a fait qu'il y a eu l'accident, quoi. Parce que si c'est une pièce qui a cassé, c'est de notre responsabilité et c'est plutôt grave. Alors si c'est une erreur du pilote, je dirais que ça fait partie de son métier, parce qu'on lui demande, pas sur 24 heures parce qu'ils font des relais avec 3 pilotes, mais leur métier c'est de prendre des risques tous les virages. Donc de temps en temps, ils font des erreurs comme tout le monde. Voilà. Ouais, oui. C'est dommage quand ça arrive, mais on leur demande ça quand même tout le temps, quoi. Oui, donc en fait, toi, si tu peux résumer ta pensée, tu dis c'est cassé, c'est pas grave. Le principal, c'est le pilote a bien, 2, que j'ai pas fait une erreur dans la fiabilité ou dans la conception qui a mis le pilote en danger, quoi. C'est ça, mais bon, quand on a un abandon, quand on travaille 1 an pour arriver au Mans et que la voiture abandonne, c'est un crève-cœur. Hein. Il y a le droit à des modifs sur la voiture entre des courses? Non, il y a Alors sur cette catégorie-là, historiquement on pouvait, mais sur cette catégorie-là, non, on homologue la voiture et après, pendant les 4 ans d'homologation, on n'a plus le droit de changer de pièce de la voiture, sauf problème de fiabilité, où on va voir la FIA ou la CO, hein, qui sont les gens qui réglementent la discipline, et en leur prouvant qu'on a un problème de fiabilité et que pour ça, on est obligé de changer de pièce. Et donc, ils étudient le dossier. Toujours pareil, quand on a un vrai problème, il n'y a pas de souci, ça se passe. Mais les nouvelles pièces doivent être minimum au même poids et ne pas apporter de performance, quoi.
Du coup, après, tu passes à autre chose, quoi. C'est fini ton... Ah ouais, alors on homologue, sur pareil, on homologue toutes les pièces mécaniques, hein, parce que ça on peut les prendre en photo, on peut en donner à la FIA ou à la CO comme exemple. Donc le jour où ils contrôlent la voiture après une course, ils peuvent comparer les pièces. Mais par contre, il y a quelque chose qu'on a du mal à contrôler aujourd'hui, mais c'est pour ça que c'est libre dans le règlement, c'est tout ce qui est soft. Et donc en soft, on va continuer à travailler pour améliorer et rendre la voiture de plus en plus optimale, je dirais, sur tout ce qui est consommation, gestion des pneus et ainsi de suite. Alors oui, ça c'est un truc, on ne comprend pas bien quand on n'est pas dans le milieu, mais c'est quoi qu'est-ce que apporte le soft justement à la performance de la voiture? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Les exemples que les gens connaissent, pour le grand public, quelque chose qu'on connaît bien, c'est l'ABS. L'ABS, on freine et il y a une machine qui régule la pression de frein à la place d'un conducteur. Voilà. Donc l'ABS, c'est clairement... Alors, et on peut dire la même chose, je ne sais pas si le grand public connaît, mais il y a beaucoup de gens qui connaissent ce qu'on appelle le traction control. Le traction control, c'est quand un pilote appuie sur l'accélérateur, avec les puissances que l'on a, et s'il gère mal ses pneus, il va faire patiner les roues arrière. Nous, c'est sur l'arrière. Mais si le traction control fonctionne bien, on n'aura pas de patinage, donc on ne va pas faire chauffer les pneus, donc on va moins user les pneus, et donc la voiture sera performante plus longtemps. C'est typiquement ce type de... Ça, c'est les classiques, mais après, ça peut aller dans plus loin, c'est-à-dire que si on accélère comme ça et qu'on gère le moteur d'une certaine façon, on va moins consommer. Et... Là, les équipes ont travaillé pendant un an, vont travailler parce qu'on n'a pas fini, pendant un an pour délivrer un niveau de soft au niveau de première course. Mais comme on n'a pas des équipes, je dirais, extensibles à souhait, on va continuer à travailler, faire des évos pour toujours améliorer. Alors, le gain sera moins qu'au début, mais il va toujours être là. On a parlé de ce qui se passe en course et de fiabilité. Justement, il doit y avoir beaucoup de chaleur qui est générée au niveau de la voiture, non, sur une course. Ça chauffe dur dans la tête du pilote, mais dans la tête de la voiture. Ça chauffe dans beaucoup d'endroits. Bien sûr, le moteur génère de la chaleur, donc la chaleur est évacuée par les radiateurs. Donc pareil, là, les radias, c'est le travail aéro, hein, pour être sûr que les radias ils traînent le moins possible, que l'aéro soit efficace. Donc les parties principales qui génèrent de la chaleur, qui les plus connues sont moteur, boîte de vitesse, système hybride, hein, parce qu'une batterie, ça chauffe aussi. Mais par contre, ce qu'on a du mal à imaginer, c'est dans l'habitacle aussi. Tous les boîtiers électroniques qu'il y a dans l'habitacle, c'est comme vous, quand vous mettez votre ordinateur sur les genoux, ça chauffe, mais dans l'habitacle, il y a plein de petits boîtiers qui sont équivalents d'ordinateurs, qui chauffent, et dans l'habitacle, il fait relativement chaud, donc il y a une ventilation à gérer dans l'habitacle. Et quand il fait, par exemple à Bahreïn, 35 degrés dehors, que le pilote est dans une voiture fermée, et il n'a pas la clim. On peut mettre une clim, mais nous, on n'en aura pas. Et donc, il faut très bien travailler sur la ventilation habitacle pour être sûr qu'il soit bien refroidi. Ok, donc là on a le pilote qui écoute l'émission qui vient de partir en courant. J'arrête pas la clim, je ne monte pas dans cette voiture. Mais ouais, quand il fait 35 extérieur dans l'habitacle, ça peut monter à combien? Alors le règlement nous demande d'être à température extérieure plus 7 degrés maximum. D'accord. Dans l'habitacle, c'est la règle. Ah ouais, ça fait quand même une bonne... Oui. Ouais. On entend souvent dans les émissions, il fait temps extérieur, mais température de piste, c'est quoi la différence Alors, la température de piste, c'est quand on parle de température de piste, c'est pour le travail des pneus. C'est-à-dire la gomme des pneus travaille une certaine température et c'est la température de piste qui refroidit ou chauffe le pneu, ça dépend de comment on le voit. Et oui, c'est plutôt pour les pneus. Est-ce que c'est comme sur la Formule 1, l'aéro impacte l'usure des pneus et impacte la performance de course? Et c'est ce qui, aujourd'hui, on le voit, enfin, excuse-moi, là, je prends l'exemple de la Formule 1, mais voilà, c'est ce qui fait la force de Red Bull aujourd'hui par rapport aux autres équipes, c'est l'aéro qui impacte l'usure des pneus. Est-ce qu'on a les mêmes... C'est exactement la même chose. À la différence près, quand même, c'est qu'à la F1, l'aéro est libre. Et donc, tous les week-ends ou tous les deux Grands Prix, ils modifient, ils amènent des pièces. Nous, la voiture, elle doit être...
le règlement a été fait pour donner une certaine équité entre toutes les voitures. Et c'est comme on doit être dans cette fenêtre aéro et que toutes les voitures sont dans cette fenêtre aéro, théoriquement, il n'y en a pas une qui a un avantage aérodynamique sur l'autre. Voilà. Donc, si on gagne pas 30 décanewtons de force aéro, c'est sûr que la voiture va aller plus vite, quoi. C'est comme un F1, exactement pareil. Qu'est-ce qui rend, pour toi, un championnat du monde d'endurance, les 24 heures du Mans, si spéciaux? Vu de l'extérieur, et les gens qui n'aiment pas, je pense qu'on n'arrivera jamais à les convaincre. Oui. Mais pourtant, ça reste une course mythique. Qu'est-ce qui rend l'événement si particulier et pourquoi ça excite autant les ingénieurs que les fans de course? Déjà, la durée, 24 heures, c'est long. Donc, il peut se passer plein de choses. Il se passe tous les ans plein de choses, que ce soit des expériences pilotes, des accidents, des problèmes de fiabilité sur la voiture. Et donc, tout ça, c'est un peu une aventure humaine, parce que c'est sur la course de 24 heures, mais aussi la préparation. Et l'équipe, ça crée des liens parce que l'équipe doit préparer la voiture. C'est les mois avant ou les semaines avant. Et quand la voiture s'arrête, en F1, c'est pareil, ils changent les roues, mais voilà, là, ça arrive quand même plus de fois. C'est toute cette ambiance. La nuit aussi. La nuit, c'est quelque chose de très particulier. On voit ces voitures, les phares, le bruit, c'est mythique pour ça, quoi. Ok. Mais et puis bon, 24 heures, c'est long. Toi, t'en rêvais de participer à un projet comme ça? Bien sûr, oui. Tous les passionnés de sport auto, je dirais. Après, chacun sa discipline, mais voilà, Le Mans, Monaco, il y a les deux qui sont mythiques pour moi. Je veux dire, il y a le Grand Prix de F1, mais il y a aussi le Rallye de Monte-Carlo, qui est mythique. Et d'autres personnes, c'est moins en Europe, mais les vraiment fans de sport auto aiment aussi. Puis il y a les 500 miles d'Indianapolis, quoi. Ce sont quand même les grosses courses de sport auto, quoi. Si tu pouvais ajouter une fonctionnalité totalement libre sur ta voiture, sur ton hypercar, sans restriction aucune, ce serait quoi justement? Qu'est-ce que tu voudrais y ajouter? C'est vrai que c'est pas dans notre mindset, ça, parce qu'on est tellement réglementé par les petite clochette à l'arrière pour faire du bruit ou un truc. Non, je dirais que peut-être un aéro variable, parce que l'aéro, c'est ce qui amène la perfo à l'ordre 1 sur la voiture avec le moteur, mais on va dire un moteur identique, une aéro variable pour aller encore plus vite en ligne droite, et surtout, parce que nos autos, contrairement à la F1, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'une F1 aujourd'hui, ça a énormément de charge aéro, et on enlève de la charge pour aller vite en ligne droite. Nous, les Mans, il y a 4 très grandes lignes droites, donc on met des ailerons pour aller très vite. Et nous, nos pilotes, ils souffrent en virage parce qu'ils aimeraient aller plus vite en virage. Donc nous, c'est plutôt le contraire. C'est un DRS inversé qu'il nous faudrait. Ouais, d'accord. Et au niveau design, tu vas mettre une petite touche perso dans un truc Je sais pas trop. Là, on est tellement habitué à avoir des voitures proto, que ce soit depuis les Porsche ou les Matra jusqu'à maintenant, et ces voitures avec ces formes-là, j'ai du mal à imaginer, là. Qu'est-ce que tu as comme voiture, toi, justement? Moi, je roule une Mégane. Ok, doucement, pas trop vite. Ouais. Tu as parlé d'équipe tout à l'heure, il faut tous travailler ensemble. Justement, toi, est-ce que tu as une méthode? Est-ce que tu as quelque chose à conseiller pour justement créer cet esprit d'équipe sur tous les gens qui vont travailler avec toi, qui soient tous unis? On sait que ça peut être dans toutes les entreprises, pas que dans le sport. Ça peut être le facteur qui fait que on réussit ou on réussit pas, quoi. Alors, c'est clair, c'est le facteur clé. Je dirais que on essaye de créer cet esprit d'équipe. Perso, j'essaye de le faire. Je suis pas sûr d'y arriver parce que voilà, même si on essaye des fois, mais c'est un facteur évidemment clé. Pour faire nos métiers, il y a des choses aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous du caractère, parce que faire ce qu'on fait et passer le temps qu'on y passe, je dirais, globalement, tous les gens ont de forts caractères. Donc des fois, c'est pas simple, c'est chaud, chacun défend son bout de gras. Mais oui, c'est sûr que l'esprit d'équipe, animer une équipe et essayer de mettre tout le monde dans le même sens, c'est la clé du succès. Alors on essaye tous, il y en a qui arrivent plus ou moins bien, mais c'est facteur 1 de la performance. Et ok. L'exemple que je donne souvent, c'est vous imaginez un bateau avec des rameurs
Si chacun rame de son côté, le bateau peut faire du surplace. Si on a seulement 2 rameurs qui rament dans le même sens, ça va beaucoup plus vite. Et ça t'arrive d'avoir des gens dans ton équipe qui perdent le fil parfois et qu'il faut recadrer, qu'il faut remettre dans le sens de la marche Je dirais, je pense pas ça, mais par contre, comme dans tout projet, notre rôle aussi en tant que chef de projet, c'est le maillon le plus faible qui va limiter la perfo. Et parfois, il faut remettre le débat au milieu parce que il y a déjà des organes qui pourraient être très performants ou suffisants, ou ça, et à côté des départements qui sont en retard parce que problème de fiable, parce que délai d'un fournisseur, parce que et à ce moment-là, ceux qui sont bien en avant sur le projet continuent à avancer à fond alors que les autres ils n'y arrivent pas. Et là, c'est là où il faut recentrer un peu les débats. Mais globalement, non, les équipes jouent le jeu tout le temps, mais par des faits de travaux quotidiens fait qu'il peut y avoir des écarts qui se créent, et donc là c'est à nous de les contrôler, quoi. Du coup, ton équipe, c'est toi qui as choisi quand tu as été nommé à ça. Tu as pu amener des éléments en disant... Pas vraiment, mais on se connaissait tous avant, mais oui, pas vraiment. Ouais, l'équipe a été construite. Le projet a été validé par nos patrons il y a 1 an et demi. Et il y a quand même des gens qui rêvent du Mans dans cette boutique, même s'ils ont fait beaucoup de F1. Et l'équipe a été construite plus ou moins par que des volontaires. Donc c'est quand même super d'avoir des gens, tous les gens ont envie de travailler sur ce projet-là, quoi. Voilà. D'accord, ok. Je vais te poser une dernière question. Pour les gens qui... On n'aura pas le visuel de cet épisode, malheureusement. Mon caméraman perso était pas disponible. Donc, je vais vous décrire un petit peu ce que je vois. Je vois des bureaux, c'est hyper simple. On n'a pas l'impression d'être dans... Pourtant, ça fourmille, on sent qu'il y a une énergie. Et moi, je suis en face de Christophe. Christophe, il est très simple. Il est calme. Et pourtant, j'imagine que pour avoir ce poste-là, c'est un monstre, quoi. Franchement, il faut replacer quand même l'église au milieu du village. J'imagine quand même qu'il faut avoir un sacré bagage, des sacrées compétences. C'est pas n'importe qui. Et donc, ma question, c'est quoi le facteur X pour toi dans ta carrière qui t'a amené jusqu'ici aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait la différence pour que tu accèdes à ce niveau de responsabilité? Alors, je dirais, la passion, parce que vu le temps qu'on y passe, si on n'était pas passionné, on ne pourrait pas. Et après, je pense toujours, perso, j'aime beaucoup l'ingénierie et cette envie de toujours apprendre, d'aller toujours découvrir quelque chose. Alors, il y en a que c'est découvrir des mondes nouveaux. Moi, c'est plutôt découvrir des phénomènes ou de l'ingénierie nouvelle. Et c'est ce qui m'a toujours guidé, quoi. La curiosité dans l'ingénierie. Ok, écoute, moi je propose que ce soit le presque mot de la fin, parce que le mot de la fin sur Planète Ingé, c'est toujours l'invité qui est là. Tu as le droit à ta minute promo. Tu dis ce que tu veux, ça peut être perso, ça peut être pro. Quel message tu veux faire passer, voilà, c'est libre. Donc si j'avais un souhait, c'est de dire déjà, que la voiture fonctionne bien, qu'elle aille vite, et que tous vos auditeurs viennent nous suivre et viennent avec nous et participent à cette belle fête qui est la construction d'une nouvelle voiture, et j'espère qu'il va gagner des courses. Écoute, c'est tout le mieux qu'on peut souhaiter. Merci Christophe, merci beaucoup pour ta disponibilité, parce que j'imagine que ton emploi du temps doit être bien chargé. Donc je te libère. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner à la newsletter pour ne rater aucun épisode et connaître les coulisses de l'émission. newsletter.planetag.fr, et à la semaine prochaine.